Bonjour à tous, je vous remercie de votre participation et ainsi que les intervenants de nous rejoindre pour cette conférence organisée par l'AJE. Toute petite introduction, les océans couvrent plus de 70% de la surface de notre planète. On sait depuis longtemps qu'ils sont un rouage essentiel de la machine climatique. Pourtant, les écosystèmes des océans sont plus menacés que jamais, a averti récemment l'Organisation météorologique mondiale. La pollution plastique, la surpêche, l'acidification, les zones mortes, la prolifération d'espaces invasifs, les marées noires, le réchauffement climatique. Les mers et les océans souffrent évidemment beaucoup des conséquences de l'activité humaine. Malgré les progrès technologiques qui ont révolutionné la surveillance des océans à l'échelle mondiale et aidé à comprendre le lien avec le temps et le climat, l'Organisation météorologique mondiale a mis en garde contre les grandes lacunes géographiques et de recherche qui subsistent encore dans le système mondial d'observation de l'océan dans un contexte de demande croissante de prévision et de services. Il est à noter que la crise de la Covid-19, la pandémie a aggravé la situation puisqu'en mars 2020, les gouvernements et les instituts océanographiques avaient rappelé presque tous les navires de recherche océanographique, ce qui évidemment n'a pas aidé à la collecte des données. Pour en parler aujourd'hui, l'Association des journalistes de l'environnement reçoit le docteur Christophe Prazuc, directeur du nouvel Institut de l'Océan, sa directrice adjointe, le docteur Sylvie Dufour, ainsi que des partenaires de l'Institut, le docteur Pascal Jean Lopez, biologiste fondateur et directeur de l'Observatoire Homme-Milieu Littoral Caraïbes, ainsi que le docteur Éric Guilliardi, océanographe et climatologue, auteur principal du GIEC. Il est également spécialiste du phénomène El Niño et président de l'Office for Climate Education, qui promeut l'éducation au changement climatique dans le monde entier. Je vais donc passer tout de suite la parole à Christophe Prazuc qui va nous présenter le nouvel Institut de l'Océan. Christophe, c'est à vous. Merci Esther, merci pour votre invitation et merci pour nous donner l'occasion de parler de ce nouveau-né qui est l'Institut de l'Océan euh, et des recherches qui sont menées au sein de l'Alliance Sorbonne Université. Alors moi, je suis Christophe Prazuc, je ne suis pas un universitaire, je suis un marin, j'étais un marin pendant 41 ans et j'ai rejoint Sorbonne Université en octobre dernier pour prendre la direction de l'Institut de l'Océan. Et comme je ne suis pas un chercheur, j'ai demandé à des chercheurs éminents de l'Alliance Sorbonne Université de m'accompagner pour cette conférence. Sylvie Dufour, directrice adjointe de l'Institut de l'Océan et qui travaille au Muséum national d'histoire naturelle, Pascal Jean Lopez que vous avez mentionné, et puis Éric Guilliardi qui est un grand spécialiste du climat et l'initiateur de l'Office for Climate Education qui est vraiment extrêmement original et ambitieuse. Alors, donc je suis ravi de partager la scène avec eux et ils apporteront la substance. Moi, je suis un organisateur. Voilà. Alors, pour vous parler de l'Institut de l'Océan, de l'Alliance Sorbonne Université. Qu'est-ce que c'est que l'Alliance Sorbonne Université? Alors, un petit peu d'histoire. Sorbonne, ça commence en 1257. Et si je passe rapidement quelques étapes, on arrive en 2018 avec la fusion de ce qui s'appelait Paris-Sorbonne et l'université Pierre et Marie Curie, ce qui représente 3 facultés, une faculté des sciences et d'ingénierie, qu'on appelait Jussieu, une faculté de médecine et une faculté de lettres qui était Paris-Sorbonne. Ça fait 56 000 étudiants, 6 000 enseignants-chercheurs. C'est une très grosse université. Et dans le même temps, une fois que Sorbonne Université est créée, se crée dans la foulée l'Alliance Sorbonne Université. Qu'est-ce que c'est que l'Alliance Sorbonne Université? Eh bien, c'est autour de Sorbonne Université, avec Sorbonne Université, le rassemblement d'autres acteurs de la recherche, de l'enseignement, notamment le Muséum d'histoire naturelle, enfin pas notamment d'ailleurs, les voilà tous, ces membres associés, le Muséum d'histoire naturelle, national d'histoire naturelle, l'INSEAD, qui est donc une école de management, de commerce, l'Université technologique de Compiègne, le pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt et France Éducation Internationale qui s'occupe d'éducation aux Français et en français à l'étranger. Monsieur Prazuc,
Oui, On me demande que vous mettez votre en plein écran votre présentation. que je le mette en plein écran. Mais il est en plein écran. Euh, Oh, c'est assez lisible là, non, Yannick, il me semble. Là, je suis en Oui, plein écran. Là, je ne peux pas faire plus. on voit en mode présentation, c'est-à-dire qu'il faudrait inverser les deux écrans. Ah, d'accord. Alors, attendez. Euh, J'ai. Ça doit être celui-là, peut-être. C'est mieux comme ça? Oui, ça doit convenir. Oui, ça devrait C'est aller. effectivement. Merci. Donc, à côté des organismes de formation que je viens de citer, il y avait d'autres faits au-dessus du berceau de l'Alliance Sorbonne Université, des organismes de recherche, le CNRS évidemment, l'INSERM pour le monde médical, l'INRIA pour l'intelligence artificielle et l'IRD. Et pour l'Institut de l'Océan, il y avait d'autres partenaires, l'École navale et la Marine nationale, qui ont participé au suivi de la mise en place de l'Institut de l'Océan. Voilà. Pourquoi il faut créer un Institut de l'Océan au sein de l'Alliance Sorbonne Université? D'abord, parce que la Sorbonne est une très grande université de recherche sur les océans. Ce qui est très peu connu en France, ce qui est probablement assez peu connu au sein même de Sorbonne, mais le classement de Shanghai qui vient de paraître là en 2021, et de manière identique à 2020 et à 2019, a classé la Sorbonne 3e université dans le monde pour l'océanographie. Alors ça n'inclut même pas les travaux du Muséum national d'histoire naturelle. Donc si on agrégeait les travaux des autres partenaires au sein de l'Alliance, je pense que ça conforterait encore ce classement, la première université en Europe et la 3e dans le monde. Ça fait en tout 1500 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, s'intéressent aux sciences de l'océan dans 1000 disciplines différentes, la physique, la climatologie, la biologie, l'histoire, la géographie, la paléontologie, l'écologie. 30 laboratoires différents, dont certains se consacrent à 100% aux sciences de l'océan, d'autres de manière partielle. L'Alliance Sorbonne Université, ça n'est pas qu'une institution parisienne, elle dispose de stations marines. À Dinard et Concarneau, c'est des stations qui relèvent du Muséum national d'histoire naturelle. Roscoff, Banyuls et Villefranche, des stations très anciennes du 19e siècle et qui ont toujours été liées soit à l'Université de Paris, soit maintenant à la Sorbonne. Il y a 6 parcours de licence, 16 parcours de master et 6 écoles doctorales qui traitent des questions liées aux sciences de l'océan. Et donc, la raison de la création de l'Institut de l'Océan, en fait, il y a eu Sorbonne, compte tenu de sa taille, compte tenu de la multiplicité des disciplines qui sont pratiquées, a décidé de créer des structures très légères, mais des passerelles entre les différentes disciplines. Donc là, vous voyez tous les instituts qui viennent d'être créés, pour certains depuis quelques années, d'autres plus récents, comme l'Institut de l'Océan. Ça va donc de l'Institut sur l'intelligence artificielle, qui travaille d'ailleurs avec les climatologues, qui travaille avec les biologistes, l'Institut pour le calcul quantique, l'Institut des sciences des calculs et des données, les matériaux, etc., l'Institut de l'Océan, l'Institut de la transition environnementale, que vous connaissez certainement, dirigé par Luc Abadi, et puis également des instituts qui semblent a priori sur les arts et les humanités, comme la musique avec le Collegium Musicae, mais Collegium Musicae qui, par exemple, s'intéresse déjà à l'acoustique biologique. Voilà. Et donc là, il s'agit pour ces instituts de rapprocher les disciplines, de susciter des projets et des développements interdisciplinaires. Alors l'interdisciplinarité, ça suppose au préalable que dans chaque discipline, il y ait une excellence de niveau international. Et donc, il ne faut pas jeter l'excellence dans chaque discipline avec l'eau du bain, mais il faut permettre, autoriser, favoriser les rapprochements entre les différents départements pour avoir des approches originales et pour répondre aux défis d'aujourd'hui, qui, en général, ne se limitent pas, comme vous l'avez rappelé, Esther, dans votre introduction, à une seule discipline. Voilà, donc cet institut,
c'est pas une nouvelle université, c'est pas un laboratoire, c'est extrêmement léger, c'est 4 personnes. C'est 4 personnes, dont Sylvie Dufour et moi-même. Où on a essayé d'avoir, il y a un historien, il y a Sylvie qui est neuroendocrinologue au Muséum national d'histoire naturelle, il y a un biologiste de la station de Roscoff et moi qui ne joue de rien, comme disait Charles Trenet. Voilà. Notre gouvernance est très légère, avec un conseil des structures où on essaye d'informer et de rassembler les laboratoires et les unités de formation et de recherche, et un comité d'orientation stratégique qui est composé d'experts extérieurs à l'Alliance Sorbonne Université, des institutionnels, des industriels, des représentants d'autres universités, d'autres organismes de recherche comme l'IFREMER, comme le CNRS, etc., qui vont venir porter un avis et prodiguer des conseils sur notre orientation stratégique. Notre orientation stratégique, aujourd'hui, on en est au début, les choses changeront peut-être. On a 3 axes, principalement pour la recherche. La mer dans l'histoire de la vie, de la terre, de la vie et des sociétés. Donc là, c'est presque un retour en arrière, mais on voit bien qu'en regardant en arrière, on arrive à isoler des situations, à comprendre des situations qui vont nous donner des indications sur notre futur. Donc c'est important. Les changements globaux, ça c'est le sujet du moment et c'est aujourd'hui le chapitre dans lequel on a le plus de contributions et le plus de travaux. Et puis un domaine sur lequel on voudrait, on doit améliorer nos compétences, nos savoir-faire, qui est la géopolitique des océans et des circulations. Voilà, ces 3 axes thématiques. Notre activité de manière générale, nous devons la développer dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la formation, dans le domaine des relations entre l'université et la société, et puis dans la promotion des grands outils que sont les stations marines, que sont les bases de données, que sont les moyens de calcul. Voilà. Et pour terminer, quelques exemples des projets que nous avons lancés, évidemment des soutiens financiers à des masters, à des doctorats, à des postdocs, évidemment le suivi de la décennie des sciences de l'océan lancée par l'ONU. Et vous savez que le 8 juin dernier vient d'être lancé le PPR, donc c'est le programme prioritaire de recherche océan et climat, qui va concerner de nombreuses entités, de nombreux organismes de recherche et de formation en France, et notamment au sein de l'Alliance Sorbonne Université. Et donc là, il faut se mettre pas en ordre de bataille, mais coordonner les efforts pour apporter des réponses cohérentes aux défis qui ont été posés par ce programme prioritaire de recherche. Des rencontres, par exemple autour de l'Arctique, des rencontres que nous avons montées pluridisciplinaires avec des universitaires et des gens de terrain et des universitaires de différentes disciplines. Nous travaillons sur la donnée maritime actuellement avec le Centre d'intelligence artificielle de la Sorbonne. Nous avons des projets pour essayer de développer des algorithmes et des systèmes reposant sur l'intelligence artificielle. On travaille également sur des questions de corrosion et d'éco-conception de bateaux. On travaille sur des senseurs biologiques. On travaille sur les risques littoraux avec la plateforme Océan et Climat. Nous souhaitons mettre en place des formations interdisciplinaires au sein de Sorbonne Université. Nous allons lancer avec le CELSA, donc qui est l'école de communication et de journalisme de la faculté des lettres de Sorbonne, des ateliers autour de ce qu'on appelle la littératie de l'océan, c'est-à-dire le partage des connaissances sur l'océan. Et puis nous avons initié, pour l'instant on est tout au début, des relations internationales, en particulier avec des camarades portugais. Marais, c'est à peu près l'équivalent de l'Institut de l'Océan au Portugal. Et puis, des contacts initiaux avec une université à Singapour et la Corée. Voilà très rapidement un panorama du pourquoi et un peu du comment de l'Institut de l'Océan. Et je serais ravi plus tard de revenir répondre aux questions en détaillant un peu cette présentation rapide. Merci Esther. Merci Christophe. Alors évidemment, on voit bien que c'est un programme très ambitieux. Quels résultats attendez-vous? Qu'est-ce que vous verriez de concret que pourrait apporter le nouvel Institut d'Océan pour parer les menaces qui pèsent actuellement, que j'ai décrites en début de conférence? Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme objectif?
ce que j'aimerais atteindre comme objectif, c'est pas moi qui vais, c'est pas l'Institut de l'océan, c'est pas le directeur de l'Institut de l'océan, je ne suis pas un chercheur. Et donc, je ne suis pas là, moi, pour apporter des réponses concrètes comme Éric Guilliardi ou comme Pascal-Jean Lopez. Moi, je suis là pour faire en sorte que les très grands scientifiques qui travaillent au sein de l'Alliance Sorbonne Université aient des liens, puissent se rapprocher et puissent travailler ensemble sur des projets communs pour répondre aux grands défis. Voilà. Et donc, mon ambition à moi, c'est une ambition d'ambassadeur, c'est une ambition d'être un pont entre les grands scientifiques, les grands laboratoires qui sont au sein de l'Alliance Sorbonne Université. Et donc, par exemple, dans le cadre du programme prioritaire de recherche Océan et Climat, c'est de faire en sorte qu'il y ait des réponses pluridisciplinaires qui mélangent plusieurs disciplines, qui sortent de Sorbonne Université et qui réussissent à répondre aux défis qui ont été posés dans ce programme prioritaire de recherche. Voilà. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est nouer des liens avec le monde à l'extérieur de l'université. Celui des associations, celui des ONG, celui des industriels, celui des institutionnels. Et donc là, avec la Fondation de la mer, avec le secrétariat général à la mer, avec des constructeurs de bateaux, nous avons commencé à organiser des rencontres entre ces acteurs du monde maritime et ces acteurs du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, ce n'est pas très concret ce que je vous dis, mais quand vous me réinviterez dans un an, je pourrais faire un point et vous dire, voilà, j'avais voulu, je vous avais dit qu'on allait rassembler et concrètement, voilà ce que ça représente. D'accord. Y a-t-il des questions? Ou est-ce qu'on passe tout de suite à la présentation suivante? Non, pas pour l'instant. Nous allons donc écouter Madame Sylvie Dufour. Sylvie, vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Alors, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Je suis désolée, il y a un problème de serveur du muséum et vous n'allez pas me voir. D'accord. Je m'appelle Sylvie Dufour. Je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Moi-même, comme l'a commencé à le présenter Christophe Razuc, je suis physiologiste, endocrinologue et biologiste de l'évolution. En fait, c'est une des caractéristiques que nous avons tous au muséum de nous intéresser à la diversité et à l'évolution. Et donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai fondé et dirigé un laboratoire de recherche du muséum et de Sorbonne Université qui est intitulé BOREA pour biologie des organismes et écosystèmes aquatiques. Un laboratoire qui est multisite en métropole et aussi aux Antilles et avec des acteurs dans différents pays du Sud. On est ce qui symbolise ce qu'on appelle les unités mixtes de recherche qui structurent la recherche française, mixtes parce qu'en fait, on dépend de différents organismes de recherche et d'enseignement. Et nous-mêmes, par exemple, donc on est au Muséum national d'histoire naturelle, on dépend aussi de Sorbonne Université, du CNRS, de l'IRD, l'Institut pour la recherche et le développement, de l'Université de Caen et des Antilles. Donc, ça nous permet de rassembler et de coordonner un certain nombre de projets à large échelle. Donc, notre base, c'est le Muséum national d'histoire naturelle, qui est une institution qui a une place vraiment originale et à part dans le paysage français du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est un établissement public dit à caractère scientifique, culturel et professionnel et qui a été créé dans le siège de la Révolution française en 1793 par décret de la Convention qui a fait suite au Jardin royal qui le précédait. Et donc, le Muséum national d'histoire naturelle, il comprend, vous avez dû avoir certainement l'occasion de visiter certains de ces sites puisqu'il est très ouvert au public. Donc, il y a 3 sites à Paris, le site du Jardin des Plantes, qui est le site principal, en face à la Sorbonne Université, ce qui permet tous ces liens très étroits, le Musée de l'Homme, le Parc zoologique de Paris, et puis 10 sites en région, dont 2 stations marines, en Bretagne, à Concarneau et à Dinard. Et donc, le muséum, par rapport à une
université ou un organisme pur de recherche, il décline sa mission sur 5 activités qui doivent être toutes développées. Il y a la recherche fondamentale et appliquée, l'expertise. Alors l'expertise, c'est une activité pour laquelle le muséum assure une mission importante pour la conservation du patrimoine naturel, conservation de la nature et le développement durable. Et il assure cette fonction pour l'État français, par exemple pour répondre aux directives européennes, pour les collectivités locales, pour des instances internationales et aussi pour des acteurs privés. Donc ça, c'est la deuxième mission importante du muséum. La troisième mission, c'est toute cette valorisation et enrichissement des collections. Le muséum est connu pour ses millions d'exemplaires naturels dans ses collections, leur valorisation, leur conservation et leur mise à disposition au niveau international. La quatrième mission, c'est l'enseignement, donc l'enseignement universitaire qui démarre au niveau master, et puis aussi la formation continue. On a un très grand nombre, par exemple, d'enseignants du primaire et du secondaire qui viennent suivre des formations continues au muséum. Puis aussi des formations dirigées vers les professionnels, et en particulier les professionnels de la mer. Et enfin, la cinquième mission, qui n'est pas la moindre, et c'est celle par laquelle vous connaissez peut-être vous-même le muséum, c'est donc cette mission d'éducation et de diffusion de la culture scientifique à l'intention de tous les publics. Donc ça, c'est décliné via toutes les galeries d'exposition permanente et d'exposition temporaire, mais aussi toute une série d'activités qui incluent en particulier ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est-à-dire ces programmes de recherche développés en étroite interaction avec le public. Alors, comme je disais, tout ce qui nous lie, c'est un organisme très multidisciplinaire, et ce qui nous lie, c'est cette étude de la biodiversité, géodiversité et de l'évolution, des trajectoires donc de ces diversités. Et une part importante des activités de l'ensemble des unités de recherche du muséum et des autres missions est en fait tournée vers la mer. Et dans ce champ d'études de la mer, on peut y associer un grand nombre de disciplines qui vont de la paléontologie, l'archéologie, la préhistoire, l'anthropologie, l'ethnologie, la biologie, la systématique, l'écologie, la physique, la géologie. Donc on a un exemple déjà de multidisciplinarité fortement appliquée au domaine marin, et c'est dans ce cadre, comme l'a dit Christophe Prazuc, que le Muséum national d'histoire naturelle a été, avec son allié Sorbonne Université, en fait, les deux membres qui ont fait la décision et qui ont fait la fondation de cet Institut de l'océan, en partenariat avec la Marine nationale et l'École navale, ce qui est aussi une forte originalité de cet institut. Donc voilà dont je voulais vous parler en présentation du muséum, de ses originalités et de sa part importante pour cet institut de l'océan, dont je suis l'une des directrices adjointes. Moi-même, mon domaine de recherche, c'est donc l'évolution des grands systèmes de régulation hormonale, régulation neuronale, et on couvre depuis les coraux jusqu'à nous, et avec un grand focus sur des espèces marines qui ont l'intérêt justement de nous offrir des représentants de tous les groupes actuels du vivant. Et je vais maintenant donc laisser la parole à Pascal Jean Lopez, qui est un des membres de notre UMR et qui est aussi par lui-même un exemple de cette capacité de coordination de projets de recherche très larges, multidisciplinaires et fédérant un grand nombre d'acteurs de la recherche. Voilà. Je vous remercie. Bien, merci Sylvie. Sauf s'il y a des questions, on peut enchaîner directement sur Pascal Jean Lopez. Il y a Jean-Luc Fessard qui pose une question, mais qui, de façon un peu plus générale, pour savoir si l'Institut de l'océan aura aussi pour
sujet de travaux ou d'observation, du moins, les nuisances du trafic des cargos, des porte-containers pétroliers, des méga-bateaux de croisière, quand on sait l'impact qu'il y a sur la pollution atmosphérique et sur les écosystèmes marins. Donc, une question de Jean-Luc Fessard. Ben, je réponds justement dans la présentation que va vous faire Pascal Lopez, il y a un des enjeux qui concerne cette question. Donc, on pourra avoir cette... Alors, Pascal Jean, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'étais invité pour être une sorte d'un exemple, d'une illustration effectivement des ambitions de l'Institut de l'Océan, c'est-à-dire développer une recherche autour des personnes qui sont amoureuses de la mer et des scientifiques qui veulent comprendre la complexité de la mer en tant que telle, en tant qu'écosystème, et de ses interactions avec évidemment les habitants qui vivent en interaction directe ou plus ou moins directe avec la mer. Donc moi, je suis de façon formelle directeur de ce qu'on appelle un observatoire milieu, qui est un outil assez original du CNRS créé il y a une dizaine d'années, qui est simple, qui veut vraiment travailler l'interdisciplinarité en se basant sur un événement d'anthropisation qui va bouleverser le socio-écosystème, comme on l'appelle. Et donc, nous, en 2016, il existe 13 observateurs au milieu comme outil. Il y en a différents, il y en a 2 qui sont particulièrement liés à la mer. C'est des outils qui sont assez simples. Je vais vous en donner 2 exemples caractéristiques. L'un, il a été à l'Oyapock. C'est le pont, globalement, entre la Guyane française et le Brésil. Avant, il n'y a pas le pont. Soudain, il y a le pont. Et donc, on va étudier les bouleversements associés à ce pont. Nous, on s'est intéressé à des développements du littoral, en fait, en Guadeloupe en particulier. Donc, c'était les Outre-mer qui nous intéressaient et l'évolution du trafic maritime. Pourquoi? Parce qu'en 2016, qui fait suite évidemment à l'ouverture du canal de Panama, le canal de Panama qui a 100 ans, qui s'est agrandi et qui a réouvert en 2016, 3 à 5% du trafic maritime mondial, un très vieux canal qui permet de gagner plus de 10 000 km de navigation marine. Et donc là, réouverture du canal, augmentation du trafic maritime, gigantesque des bateaux. Et donc, différents ports, évidemment, dans la région de Caraïbes se sont positionnés sur ces agrandissements, notamment la Guadeloupe. Pour essayer de comprendre les évolutions du littoral sous ces différents aspects. Et donc, on va regarder évidemment ces évolutions du complexe urbano-portuaire. Et là, j'ai mis quelques diapositives que j'avais prises par ailleurs. C'est juste que l'interdisciplinarité, la nécessité de comprendre les océans nous implique à comprendre évidemment les conditions dans lesquelles certaines structures se développent et évidemment les particularités associées à une recherche locale. Et donc, comprendre la recherche aussi à l'échelle locale pour la comprendre à l'échelle globale est une des nécessités de ce que l'on développe. Donc, nous, on s'intéresse donc en Guadeloupe, pour ceux qui connaissent, autour de Pointe-à-Pitre, dans ce qu'on appelle le petit cul-de-sac marin, ici, des modifications dès l'évolution du littoral et des agrandissements portuaires. Alors, la recherche sur ces agrandissements portuaires qui est illustrée ici, où on voit une carte du petit cul-de-sac marin, donc de Pointe-à-Pitre, dans 1650, ça impose ça. C'est-à-dire comprendre les trajets, c'est ce qui fait aussi en climatologie, c'est-à-dire comprendre la modification du littoral, c'est aussi comprendre son histoire et ses évolutions dans le temps. Et pour arriver à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, sur des extensions portuaires, il faut comprendre la trajectoire. Et donc, l'un des projets qu'on a financé, c'est refaire de la géohistoire portuaire sur les 400 dernières années pour voir dans quelle mesure le littoral a évolué, la ville s'est développée, les interactions ville-littoral. Je crois qu'il y a un exemple illustré ici pour comprendre l'ensemble de ces évolutions. Et donc, nous, on va tenter d'essayer de comprendre le plus possible ou les différences, ou essayer de créer des interactions ou des liens entre des pans de la recherche. D'accord ?
C'est assez simple. Moi, je suis plutôt biologiste au départ de formation. Aujourd'hui, je fais plus de l'écologie marine. Et donc, on va travailler, c'est un peu ce que fait l'Institut, avec des géographes, avec des historiens, avec des économistes, avec différentes personnes pour comprendre les modifications du littoral et le fonctionnement des écosystèmes. Et donc, je vais ici me permettre, si vous le voulez bien, d'illustrer certaines des recherches que l'on développe qui sont pour moi assez caractéristiques des ambitions de l'Institut, c'est-à-dire vraiment comprendre l'océan dans sa globalité, tant aux échelles locales qu'à l'échelle de l'organisme, qu'à l'échelle globale. Et donc, je vais revenir un petit peu sur ces questions de trafic maritime à l'échelle globale, je vais l'illustrer un petit peu. Et donc, le trafic maritime, c'est aussi l'une des choses que l'on regarde. On regarde les interactions portuaires, on regarde les évolutions. Je vais enlever cette diapositive pour vous donner une illustration. Pour ceux qui peuvent le voir, ce que l'on voit à l'écran, c'est l'évolution de l'emprise portuaire à l'échelle de Pointe-à-Pitre, donc en Guadeloupe, au cours des 300 dernières années. Et donc, le port, c'est ce qui est en couleur, qui apparaît au fur et à mesure, qui est en jaune au début, qui grandit. Il y a les dates qui apparaissent, et donc on voit ça. Donc, effectivement, comprendre l'évolution portuaire, aussi comprendre ses interactions avec, évidemment, la cité et les personnes qui vivent, les modifications, ces pôles d'air qui sont pris sur la mer, les évolutions des écosystèmes. Et là, en particulier, il y a eu pas mal de modifications avec de l'emprise sur de la mangrove dans certains cas. Après, ça inclut toutes les thématiques portuaires qui sont à l'heure actuelle, hein. Les dernières modifications qui sont en train d'être faites pour le port de Guadeloupe, c'est 3 millions de tonnes, 3 millions de mètres cubes de dragage qui ont été creusés dans le petit cul-de-sac et qui sont relargués au large. Et donc, ça implique ces modifications environnementales et ces interactions au sens large entre l'activité humaine et l'environnement au sens propre. Et donc là, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, comme je vous le disais en introduction, j'ai parlé du canal de Panama et donc des modifications du trafic maritime mondial. Ici est représenté les principaux grands ports de la région Caraïbe, de l'ensemble de la région Caraïbe, avec des positionnements, certains qui sont des ports en capacité d'accepter les nouveaux bateaux, comme on appelle Panama X, dont tout le monde entend parler. À titre d'exemple, le MSC Oscar, c'est pas loin de 20 000, ce qu'on appelle EVP, donc c'est des conteneurs, c'est des équivalents 20 pieds. C'est des bateaux, comme vous le savez, qui font 400 mètres de long, qui représentent l'équivalent de 17 000 camions, en fait, en termes de capacité de transport. Et l'ensemble de ce trafic évolue effectivement à une échelle mondiale avec des évolutions stratégiques assez importantes. Et je vous représente ici voilà, un travail de recherche qui sont faits en grande collaboration avec des collègues du géographe du LETG en Bretagne. On voit illustrer ici de la densité de trafic maritime. Sur les cartes de gauche, vous voyez effectivement, plus c'est coloré, plus c'est jaune, plus il y a de bateaux qui passent. Et c'est des analyses faites sur une année en 2015. Et donc, on arrive à voir, grâce au système aujourd'hui d'évolution et de marquage en temps, des systèmes AIS, donc on arrive à analyser les trajectoires maritimes et leur évolution en fonction des catégories de bateaux. Et ici, il y a 3 exemples, les cargos en haut à gauche, au milieu, le dragage, et puis en bas, le trafic de passagers. Ça, c'est à l'échelle de la Guadeloupe. Donc, on essaye de faire ça à l'échelle, évidemment, de l'ensemble de la région Caraïbe. Et c'est un exemple de la carte qui est à droite, où on va comparer l'ensemble du trafic maritime entre 2 années consécutives, notamment entre 2015 et 2019. Et pour répondre un petit peu à la question qui était posée tout à l'heure sur le trafic et ses conséquences, en lien avec ces recherches que l'on fait là, on va essayer d'analyser les conséquences
qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. Donc, on a aussi, mis à part ces bases de données de trafic, on a des bases de données de type de bateau, donc de la motorisation, de la taille, des vitesses. Et donc, on peut commencer à modéliser ou à essayer de comprendre quelles peuvent en être les conséquences en termes d'impact potentiellement. Des impacts qui sont doubles. Il y a évidemment des questions de qualité de l'air, avec des pollutions évidemment atmosphériques qui peuvent être induites par les bateaux, ou des impacts sonores qui peuvent être induits aussi globalement par ce trafic maritime. Et donc, ces données de déplacement nous permettent de mieux le comprendre. Et pour redescendre, en fait, de cette échelle locale à une échelle, une échelle globale à une échelle plus locale, ce que nous, on essaye de faire, et c'est illustré par photo, notamment à l'échelle, cette fois-ci, de l'ensemble des Antilles françaises, de comprendre les liens potentiels entre les trafics maritimes, donc le passage des bateaux, et de l'observation, notamment de la protection. Et en l'occurrence, on travaille avec des gens qui travaillent sur l'observation des mammifères marins. Donc, vous comprenez l'idée assez simple. Si on connaît la densité de bateaux qui passent à un endroit donné, et si on travaille avec des associations qui regardent et qui font de l'observation des mammifères marins, on peut essayer de comprendre et d'allier non seulement des sciences participatives, en fait, des personnes qui vont effectivement, qui sont intéressées au milieu marin, et d'essayer de comprendre s'il y a des problèmes de colonisation ou d'impact potentiel entre la protection des mammifères marins et le trafic maritime à une échelle globale. On va dans ces idées, je vous parlais de trafic maritime, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je vais vous donner quelques exemples qui sont assez marrants. Donc, j'ai parlé du son et de l'impact potentiel, évidemment, à différentes échelles du trafic maritime sur le son. Et là, c'est une carte sans regarder forcément. Je voudrais simplement vous faire, c'est des très jolis travaux faits par un collègue. Je vais vous faire écouter le son d'un récif corallien non dégradé, dégradé ou avec le passage d'un bateau. Et donc, j'espère que ça peut marcher pour vous. Voilà. Ça, c'est le bruit d'un récif corallien en bonne santé. Voilà, on tend l'oreille parce qu'on n'entend pas grand-chose, mais ça, c'est effectivement un récif corallien qui est dégradé. Je vais vous faire écouter donc le même récif et le passage, ce que peut faire le passage d'un bateau au niveau d'un enregistrement à l'intérieur. On n'a pas entendu grand-chose, Pascal Jean, mais ouais, je suis désolé. c'est important de savoir que le récif corallien émet un son. Ouais, bon, pour ceux qui sont intéressés, je donnerai le contact effectivement oui, mais c'est tout à fait original. Et donc, je vais vous faire, puisque c'est original, je vais essayer de vous faire, je voudrais que j'arrive à voir mon son. Écoutez, pourquoi le récif corallien fait du bruit? Je suis désolé de la présentation qui est fouillée. Donc, ce même collègue travaille sur les poissons vocaux. Dans le récif, on a du bruit aussi parce que les poissons chantent. Et je vais essayer de vous faire écouter le chant des poissons. Vous avez entendu un petit peu ou pas du tout? Non, bon, alors j'arrête. J'avais plusieurs chants de poissons, mais bon, du coup, on travaille sur globalement ces évolutions, ces impacts à différentes échelles. Et donc, ça, c'est ce que je vous disais. Essayer de. Ça, c'est les points qui sont représentés en rouge, c'est la présence d'observation de baleines. Et les trajectoires, c'est les trajectoires des bateaux. Et donc, on essaie de comprendre à ces échelles-là. On fait évidemment, puisque le littoral concerne les différents aspects, on travaille notamment sur des aspects d'éducation, développement durable autour de la mangrove, donc fonctionnement de la mangrove et qu'est-ce que ça représente pour les populations locales et notamment pour les élèves. On travaille notamment sur ces questions de carbone bleu en Guadeloupe. Et là, on voit la photo en bas à droite une conférence, une réunion qu'on a faite sur des élèves d'un collège où on va discuter avec eux du comment marche la mangrove, la diversité présente, parce qu'elle se dégrade, et pour évidemment promouvoir et que les jeunes puissent être les ambassadeurs de demain, évidemment de la protection des océans.
Et donc ça, c'était encore sur les mangroves. Je voudrais finir sur un aspect en particulier. Alors, vu que je parle des Antilles, et puis vous en avez parlé en introduction, des questions d'algues invasives. Et donc, comme vous le savez bien, la question des sargasses en Guadeloupe est une question absolument importante, et surtout à certaines périodes de l'année, en particulier les grandes périodes d'échouage. Et donc, nous, on travaille sur ces aspects sargasses. On a fait un projet qui était financé par l'ADEME pour essayer de décrire les sargasses, des problèmes de contamination associés aux sargasses. Je donnerai quelques notions, et aussi dans un but de valorisation. Donc, on a une société qui prenait les sargasses pour en mettre une partie des sargasses pour faire des amendements organiques, en fait, des engrais biologiques. L'idée, c'est que ça permet aussi de se débarrasser, entre guillemets, d'une partie de ces sargasses. Et donc, voilà, cette question des sargasses est prenante, comme vous le savez tous aujourd'hui, depuis 2011. Elle envahit nos océans avec des phénomènes d'échouement tant sur les côtes africaines que sur l'ensemble de la région caribéenne. Un chiffre qui doit être à peu près juste, 2018, la Guadeloupe, c'est 200 000 tonnes de sargasses. 200 000 tonnes de sargasses. Donc, les enjeux sont évidemment des enjeux environnementaux, ce sont des enjeux économiques, et ce sont des enjeux humains, avec des problèmes, aujourd'hui on en parle beaucoup, récemment pour les algues vertes, la question qui revient. Il y a des phénomènes d'échouement d'algues brunes en Espagne qui sont de plus en plus observés. Ce n'est pas la même, c'est une autre espèce. Et donc là, on voit effectivement directement les modifications des conséquences océaniques sur non seulement la biodiversité, et puis des impacts qui sont relativement directs. Alors, je vais juste finir, je crois, presque sur ce point, sur les sargasses, et puis laisser ouvert aux questions. Alors, du coup, les sargasses, je vous disais, ça pose différentes questions, notamment des questions de santé publique et des questions de toxicologie. Et puis, je redonnerai un exemple. Donc, nous, on a, et d'autres, regardé ce qu'il y avait dans les sargasses en termes de potentiellement problématiques. Et donc, les sargasses rapportent une quantité relativement importante de taux, en l'occurrence d'arsenic. Donc, la présence d'arsenic dans les sargasses, en soi, on va dire que ce n'est pas forcément très grave. Elles le prennent dans l'océan, sauf que juste que c'est des très, très belles pompes arsenic. Les facteurs de concentration par rapport à l'arsenic océanique, c'est peut-être 1000 à 10 000. Les concentrations océaniques naturelles, évidemment, quand elles reviennent à terre et qu'on enlève les sargasses des plages, parce que c'est dérangeant aussi pour les populations, eh ben, on se retrouve avec des quantités potentiellement non négligeables d'arsenic qui sont ramenées. Après, je finirai là-dessus. En Guadeloupe, et c'est la spécificité malheureusement de nos ATI françaises, comme vous le savez tous, il y a la question de la chlordécone. Donc, cet insecticide qui avait été utilisé puis banni, c'est une longue histoire environnementale, humaine et politique. Et donc, les sargasses sont elles aussi capables de concentrer cette chlordécone. Et donc, même si la chlordécone est peu présente en milieu marin, dans les endroits où elle est présente, eh ben, les sargasses sont capables de l'accumuler. Et donc, quand elles reviennent là encore à la plage, elles vont entraîner à nouveau des problèmes de contamination qui, en l'occurrence, pour la chlordécone, seraient liés aussi au glyphosate. Donc, on étudie ces différents aspects. Je pense que je vais finir là-dessus parce qu'après, je suis un peu trop long. Donc, voilà, c'est vraiment de l'ordre de l'ambition de ce qui est fait de l'Institut de l'Océan, c'est comprendre le milieu marin, comprendre les interactions avec les populations, essayer de croiser des études tant à l'échelle globale qu'à l'échelle locale qu'à l'échelle globale. Mais je pense qu'Éric nous donnera un exemple brillant d'études à l'échelle globale pour effectivement pouvoir, in fine, protéger nos océans et les interactions et vivre en meilleure harmonie avec ces océans. Et notamment, évidemment, dans la question des Outre-mer, la question est cruciale. Je ne sais pas si j'étais un peu long ou trop long, mais je vous remercie pour votre écoute. En tous les cas, merci pour cette approche extrêmement dynamique et diversifiée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a deux questions d'Isabelle Sanzi au conférencier. Alors, l'une à Sylvie Dufour
existe-t-il des programmes de sciences participatives au Muséum national d'histoire concernant les océans? Et ensuite, une question à vous, Pascal Jean Lopez, toujours d'Isabelle Sancy, qui est: où en est le projet de percée d'un nouveau canal en Amérique centrale? Des bases arrière de chantier étaient prévues dans les Antilles. On va commencer par Sylvie Dufour. Sylvie, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Donc, pour les sciences participatives, il y a donc un bon nombre d'actions et dont certaines dirigées vraiment sur le milieu littoral et marin, en particulier grâce aux stations marines du muséum comme la station de Dinard et de Concarneau et grâce aussi à la coordination des activités de sciences participatives par une unité qui a été récemment créée, une unité Muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne Université, qui s'appelle Mosaïque et qui est là pour encadrer les projets de sciences participatives. Alors pour ce qui concerne l'océan et le littoral, il y a par exemple les programmes appelés Objectifs Plancton, le programme aussi Plage vivante laisse de mer. La laisse de mer, ce sont justement ces algues qui semblent échouer sur nos, mais qui abritent toute une vie là relativement positive, tout un petit écosystème de vie sur les plages. Et ce programme de sciences participatives qui incite les scolaires, les gens locaux à s'intéresser à donc ce qu'on appelle les laisses de mer, ça a l'objectif de changer de la pratique. Avant, c'était considéré comme de la saleté sur les plages. C'est très différent des algues invasives dont a parlé Pascal Lopez, c'est ces petits algues qu'on trouve en bord de plage. Et donc, ça permet aux mairies, par exemple, au lieu de faire un nettoyage qui, en fait, détruisait la vie sur ces plages, d'apprendre aux gens qu'en fait, c'est quelque chose d'important à s'y intéresser et à l'étudier. Donc, c'est à la fois éducatif et à la fois une solution de long terme pour préserver cette vie. Il y a aussi tout un certain nombre de programmes de sciences participatives sur le littoral et la mer. D'accord. On rappelle peut-être ce que sont les sciences participatives, même si la plupart... Alors, les sciences participatives, il y a le mot science dedans. Donc, il s'agit vraiment de projets scientifiques qui aboutissent à des résultats et à des données qui font avancer la connaissance de la science. C'est pas simplement de l'observation ou de l'éducation, mais participative parce que ça met en jeu des acteurs du public, donc des scolaires ou des amateurs, dans la récolte des données, l'observation et ces données qui contribuent à ces résultats scientifiques. Et par la même occasion, ça permet d'éduquer, de faire augmenter les compétences de ces gens qui participent à ces projets. Mais c'est vraiment de la science participative et c'est pour ça que les projets doivent être extrêmement bien définis dès le départ, comme un réel projet scientifique, c'est-à-dire les méthodes, les objectifs, l'analyse des résultats et pour aboutir à des résultats qui peuvent être publiés et font avancer les connaissances. Merci beaucoup. Juste oui, Christophe. Un des grands défis devant nous, c'est de partager les connaissances sur l'océan et c'est d'impliquer l'ensemble de la société. Et donc, il y a plusieurs outils pour faire ça. Par exemple, le fait que nous venons vous parler aujourd'hui, les outils de la communication, à travers les réseaux sociaux, etc., à travers l'éducation, mais je pense que Eric dira 2 mots là-dessus, enseigner aux enseignants. Et il y a un des outils pour répondre à ce défi du partage de la connaissance avec la société, de rendre les gens concernés par les problèmes de l'océan, c'est les sciences participatives. Et comme le disait Sylvie, pour que les sciences participatives fonctionnent, il faut qu'il y ait un protocole qui permettent de s'assurer de la qualité des données qui sont récupérées par le grand public. Et également que l'intérêt de ces données, l'analyse de ces données soit partagée entre les scientifiques et le grand public. Donc, les sciences participatives ont des outils fondamentaux pour relever le défi du partage de la connaissance des océans entre les chercheurs et la société. Très bien. Précision utile sur l'une des missions effectivement de l'Institut de l'océan. Pascal Jean,
pour la question d'Isabelle Sancy, donc concernant un projet de percée d'un nouveau canal. Est-ce que vous avez... Oui, il y a un projet qui est en cours depuis 2013 pour certaines de ces bases. Je ne connais pas l'ensemble de l'historique. Donc, c'est un canal au Nicaragua, en fait, hein, pour doubler en quelque sorte le canal de Panama. Je ne sais pas où en est l'état de l'avancée, malheureusement, pour répondre à la question. Je sais juste qu'en 2015, il y a eu un rapport, en fait, hein, d'évaluation des impacts potentiels environnementaux qui étaient assez délicats, on va dire, pour prononcer ce mot-là. Et depuis, je ne sais pas vraiment, malheureusement, si les avancées ont eu lieu. Je pense que, évidemment, la crise du Covid a bloqué certaines des avancées. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'il va avoir lieu ou pas? Je pense que c'est une grosse bêtise comme d'autres, mais je m'arrêterai là sur mon commentaire. Merci beaucoup, Pascal Jean. Le temps passe vite. Éric Guilliardi, c'est à vous. Nous vous écoutons pour votre présentation. Merci et bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez? C'est parfait. Voilà, vous pourriez le voir en plein écran. Donc, déjà, je me réjouis à la fois d'être là et aussi de la création de cet Institut de l'Océan. Hein. C'est vrai que c'est, comme le rappelait Christophe Razuk, Sorbonne Université, c'est beaucoup de scénographie, mais pas forcément très visible et organisé. C'est vrai que l'Institut de l'Océan va permettre de rendre ça plus visible. Et puis aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer du lien entre des disciplines autour de l'océan qui ne se parlaient pas forcément. Et là, je pense qu'il y a vraiment un rôle de l'Institut et je m'en réjouis. Alors, donc moi, effectivement, je suis climatologue, océanographe. Donc, je vais vous parler de la grande échelle, du rôle de l'océan dans le climat. Donc, je travaille au laboratoire L'Océan, qui regroupe 200 personnes. Hein. C'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros laboratoire en France des sciences de l'océan et de son rôle dans le climat. Ce laboratoire est au sein de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui regroupe l'ensemble des laboratoires de la région francilienne autour des sciences du climat et de l'environnement. Donc en tout, ça fait 1400 personnes, à cheval sur 3 universités, de nombreuses tutelles. Voilà. Et je suis aussi directeur de recherche au CNRS. Donc, j'aime bien commencer par cette photo qui est ça a été prise par les astronautes d'Apollo 8 en 1968. Ça a créé, alors beaucoup d'entre nous ne l'ont pas vécu, peut-être certains, et ça a créé une émotion assez considérable puisque c'était la première fois qu'on voyait la Terre en entier. Et donc, comme support, c'est là on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas dû l'appeler la Terre, mais la mer, puisqu'en fait, il y a 70% de couverture d'océan, cette planète, cette bille bleue. Donc, l'atmosphère, alors le climat est constitué d'un certain nombre de composantes. Hein, l'atmosphère et les continents, c'est là où nous vivons, que nous connaissons bien, mieux en tout cas que l'océan. Mais l'océan, lui, c'est à la fois la mémoire du climat, il a une inertie extraordinaire, hein, je vais en parler dans un instant, mais c'est aussi un gardien des équilibres et un acteur des variations. J'essaierai d'illustrer ça, en particulier dans le cadre d'un climat qui change. Hein, il y a cette pression anthropique où en fait on a des pollutions, de la surexploitation, le réchauffement du climat qui finissent par avoir des impacts sur la biodiversité. On a eu quelques illustrations à l'instant, le rôle climatique de l'océan, mais aussi tous les services qu'ils nous rendent, que ce soit des services écosystémiques, nous rendent la pêche, le transport, mais aussi culturels. Hein, beaucoup de gens sur la planète ont un lien fort avec l'océan. Alors, je voulais vérifier que vous m'entendez bien, parce que hier j'avais eu des problèmes de micro, mais c'est... On vous entend très bien. Parfait, bien, je voulais le vérifier. Avant de rentrer plus en détail dans le rôle de l'océan, juste un petit détour par la machine climatique, comment ça fonctionne. Donc, imaginez que j'ai pris la Terre, j'en fais une section que vous avez ici, alors c'est très schématique, hein, avec je pense que vous voyez ma souris, ici ça c'est l'équateur, ça c'est l'axe de rotation de la Terre, donc le pôle Nord est par là, les
les zones tropicales sont ici. Et on a deux enveloppes fluides, l'océan et l'atmosphère. Alors évidemment, ce n'est pas du tout à l'échelle, hein, puisque si on prend une sphère de 1 mètre de diamètre, donc disons ici 50 cm de rayon, l'atmosphère et l'océan, ça représente 1 mm hein, en surface, en épaisseur combinée. Donc c'est vraiment très fin. Mais il y a des courants océaniques dans cet océan, des vents dans l'atmosphère. Et ce système, il est forcé par le Soleil. Là aussi, ce n'est pas du tout à l'échelle. Hein. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres, il est loin. Mais on voit que un rayon solaire qui arrive dans la région tropicale va se déposer sur une surface plus petite qu'un rayon solaire vers les moyennes et hautes latitudes. Du coup, la quantité d'énergie qui se dépose est plus importante dans les tropiques. Par contre, la perte d'énergie de la Terre, le retour de l'énergie vers l'espace, qu'on appelle le rayonnement infrarouge, hein, comme tout corps chauffé, il émet de la chaleur, lui, il est à peu près constant. Et donc, si on fait un bilan, bah, on se rend compte que donc vous avez ici le rayonnement solaire qui est presque nul hein, au pôle. Vous savez que 6 mois par an, il n'y a pas de soleil vers le pôle Nord, et il est maximum à l'équateur. Par contre, la perte est à peu près constante. Du coup, si on fait un bilan, on a une zone de gain et une zone de perte. Alors, s'il ne se passait rien, et ben, les tropiques chaufferaient, et les moyennes latitudes et hautes latitudes se refroidiraient sans s'arrêter. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Et ce qui fait que ça ne se passe pas, c'est que l'excès de chaleur des tropiques est transporté par l'océan et l'atmosphère vers les plus hautes latitudes. Donc, les deux travaillent de concert pour faire un thermostat géant, en fait, hein, à l'échelle de la planète, pour équilibrer ce différentiel de chauffage entre les tropiques et les plus hautes latitudes. Alors, dans ce couple, l'océan, lui, c'est le partenaire lent. Il va transporter des quantités énormes de chaleur, alors surtout vers les moyennes latitudes, vers les tropiques, et l'atmosphère va prendre le relais aux moyennes latitudes. Donc là, on a un rôle ils travaillent ensemble à des rôles différents. Alors, la vision qu'on a souvent du climat, on l'a appris pour beaucoup d'entre nous en géographie, mais en fait, ce que montre notre connaissance, c'est que le climat est un système dynamique, avec de très nombreux échanges, des flux de chaleur, de carbone, d'énergie dans tout le système. Et ces cycles, on les connaît de mieux en mieux. Vous avez ici une animation de la couleur vue de l'espace. Et dans l'océan, on voit la vie dans l'océan, puisque les couleurs, c'est des couleurs artificielles, hein, mais plus c'est vert et rouge, plus il y a d'activité biologique, c'est le phytoplancton dans l'océan. Et vous voyez des grandes régions tropicales où en fait l'océan est plutôt pauvre, hein, mais avec des variations saisonnières. Et sur les continents, on voit l'évolution de la végétation, les zones désertiques. Donc tout ça pour bien avoir en tête que le climat, ce n'est pas les 24 climats de la Terre qu'on apprend en géographie qui sera un peu figé, mais c'est vraiment une planète dynamique. Et c'est très important de le comprendre. C'est la même chose pour la biodiversité. Ce n'est pas une collection d'espèces, hein, ça mes collègues du muséum et Sylvie nous le répètent souvent. C'est vraiment aussi un équilibre dynamique. La biodiversité, c'est un ensemble de liens, et le climat aussi. Donc je pense que c'est important d'appréhender la complexité de cette façon. Alors le rôle de l'océan, acteur de variations lentes, se montre bien dans le phénomène El Niño, sur lequel je travaille plus particulièrement. Donc El Niño, qu'est-ce que c'est? C'est une anomalie du climat dans le Pacifique tropical. Donc ici, vous avez une vision où on voit une anomalie de réchauffement dans l'est et le centre du Pacifique tropical qui correspond à El Niño. Donc vous reconnaissez l'Amérique du Sud et ici l'Amérique du Nord. Hein. Alors évidemment, si on faisait une photo satellite, une vue satellite de l'océan Pacifique, on voit quasiment plus de continents, hein, puisque c'est un océan qui recouvre la moitié de la surface de la planète. Donc qu'est-ce qui se passe? En situation normale, vous voyez sur ce petit diagramme, qui est un peu un éclaté de l'océan Pacifique tropical, avec l'atmosphère au-dessus, l'océan en dessous ici, l'Amérique du Sud, l'Indonésie par là. Donc on a des alizés qui s'ouvrent d'est en ouest, qui font que on a une accumulation d'eau chaude autour de l'Indonésie, ce qu'on appelle la piscine d'eau chaude indonésienne. Par contre, on a plutôt des remontées d'eau froide ici vers l'est du Pacifique. Et ces différences de température de surface, qui peuvent atteindre 4-5 degrés, entraînent une différence de pression dans l'atmosphère qui entraîne les alizés. Donc en fait, on a un système qui est couplé, qui s'auto-entretient. Ça, c'est les années normales. Et certaines années, les années El Niño, soit ça va être un ralentissement des alizés, soit des eaux chaudes qui reviennent un peu dans l'ouest. Et dans les deux cas, le phénomène va s'enrayer, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de différence de température entre l'est et l'ouest, du coup des alizés moins forts, etc. Donc ça va s'arrêter pendant un an. Et ça, c'est un phénomène El Niño.
et qui va avoir des conséquences assez importantes parce que, par exemple, les pluies extrêmement importantes au-dessus de l'Indonésie vont se déplacer vers le centre du Pacifique. Donc, on va avoir des sécheresses en Indonésie. Par contre, dans certaines îles du Pacifique, par exemple en Polynésie française, on va pouvoir avoir des ouragans puisqu'il y aura des eaux chaudes qu'il n'y a pas normalement dans cette région-là. Pareil à Hawaï, dans l'hémisphère nord. Et avec des impacts aussi jusque dans l'est du Pacifique, Pérou-Chili. On repart dans les registres de pêche le long des côtes du Pérou-Chili des centaines d'années en arrière. Les années où il n'y a pas de pêche, on sait que c'est une année El Niño, puisqu'il n'y a plus de remontée d'eau froide. Et avec les eaux froides, il y a des nutriments qui sont nécessaires à la base de la chaîne alimentaire. Alors, on peut mesurer El Niño, maintenant on le connaît bien, depuis qu'on a des bonnes observations depuis les années 50, disons, même s'il existe depuis des millions d'années. Et donc, on voit ici des anomalies de température plus ou moins fortes suivant les années. Alors, on a eu 3 événements majeurs ces dernières décennies, 1982-83, 97-98 et 2015-2016, avec des anomalies qui atteignent 2-3 degrés sur l'ensemble de cette surface, donc c'est énorme. Et alors, quand on disait que le Pacifique faut la moitié de la surface de la planète, les tropiques, c'est encore la moitié de la surface de la planète, donc la moitié de la moitié, c'est un quart. Donc, quand il y a El Niño, ça a un impact sur la température globale de la planète. Voilà, donc ça, c'est un exemple du rôle de l'océan. Alors, en interaction avec l'atmosphère, il y en a d'autres. Il y a des variations à l'échelle décennale qui existent aussi, qu'on étudie, à la fois à partir d'observations et de nos modèles numériques. Alors, le climat change, le climat se réchauffe, et l'océan, dans ce réchauffement du climat, c'est notre ami, puisqu'il absorbe d'abord l'essentiel de la chaleur, puisque l'inertie de l'océan, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inertie du système climatique, elle est dans l'océan. Pourquoi? Parce que la capacité calorifique de l'eau de mer est bien supérieure à celle de l'atmosphère. Par exemple, les 2 premiers mètres de l'océan contiennent autant d'énergie que les 80 km de la colonne atmosphérique qui surplombe. Or, l'océan fait en moyenne 4000 mètres de profondeur. Donc, on voit vraiment que l'inertie est là. L'océan absorbe aussi 30% de dioxyde de carbone, les 50 milliards de tonnes de CO2 que les activités humaines émettent. Il y en a 30% qui est absorbé par l'océan. Il y en a à peu près 25% absorbés par les surfaces continentales, donc la végétation qui pousse plus. Et donc, ces 2 puits sont importants, puisque sans ces 2 puits, on ne serait pas à 1 degré de réchauffement par rapport à l'ère industrielle, mais bien plus. Donc, nous, notre rôle d'océanographe climatologue, c'est de comprendre comment l'océan absorbe ce dioxyde de carbone, parce qu'il va continuer à le faire. Alors, évidemment, ce rôle que l'océan joue en nous aidant à limiter le réchauffement climatique a un impact sur lui. D'abord, la chaleur qui s'accumule fait que l'eau se dilate, une eau plus chaude prend plus de place, donc le niveau de la mer monte. Aujourd'hui, la moitié du niveau de la mer, de sa montée, donc c'est à peu près 15 cm, je crois même on est à 20 cm maintenant depuis 1900. La moitié, c'est lié à cette dilatation de l'eau de mer. L'autre moitié vient de la fonte des glaciers continentaux. Donc les glaciers continentaux, c'est les glaciers qu'on va avoir posés sur les continents, en haut des montagnes, mais aussi c'est les calottes polaires, donc l'Antarctique dans l'hémisphère nord, le Groenland dans l'hémisphère nord et la calotte antarctique dans l'hémisphère sud, qui sont donc plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace posés sur socle rocheux. Donc quand ça fond, ça fait monter le niveau de la mer. La glace de mer qui, elle, flotte sur l'océan, quand elle fond, elle ne change pas le niveau de la mer. Donc, ça a des impacts et on s'attend dans des scénarios à plus 2 degrés ou à plus 4 degrés, suivant les actions qui sont menées pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. On a une montée qui peut atteindre 1 mètre au niveau global. Alors, ce niveau global, ça c'est à l'horizon 2100. Donc, on peut dire 1 mètre à l'horizon 2100, on a le temps. En fait, ce qui se passe, c'est que l'impact de ce niveau de la mer se fait à travers les extrêmes. Vous voyez la carte qui est en dessous, c'est entre 1992 et 2014, puisque c'est à partir de 1992 qu'on a des satellites qui mesurent la hauteur de la mer de façon très précise. On voit dans le Pacifique Ouest une montée qui atteint à peu près 40 cm, voire plus localement. Et ça, évidemment, si un ouragan ou une tempête fait monter le niveau de la mer, disons les tempêtes les plus destructrices, les cyclones les plus destructeurs qui font monter le niveau de la mer de 2 mètres, qui vont arriver une fois par siècle, il n'y a plus besoin que d'un cyclone qui fait monter la mer de 1,50 m pour qu'il fasse les mêmes dégâts, qu'il ait les mêmes impacts. Donc en fait, on voit une augmentation
de l'impact des événements extrêmes, même si les cyclones eux-mêmes ne changent pas, par cette augmentation du niveau moyen. Donc c'est vraiment à travers les extrêmes que ce niveau moyen a un impact. Alors je vais vite, il y a aussi l'impact sur l'acidification de l'océan, hein, qui a un impact sur la vie dans l'océan. Alors maintenant, qu'est-ce que notre rôle de scientifique, il évolue de plus en plus, hein, ou de faire ces prévisions très générales, mais où localement les gens ne peuvent pas forcément voir ce que ça veut dire pour eux. On travaille de plus en plus à comprendre quelles actions peuvent être menées localement. Et donc, par exemple, ici, l'adaptation. Alors, je ne sais pas si je peux bouger ceci, oui, voilà. L'adaptation sur l'augmentation du niveau de la mer peut avoir, ça peut être plusieurs types d'actions qui vont dépendre localement de ce qui a de la valeur, de ce à quoi les gens, le niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre. Hein. Donc vraiment une interaction avec le local. Alors, ça peut être de la protection, soit de replanter des mangroves pour les îles basses, soit de construire des digues. Ça peut être aussi d'adapter le bâti. Donc maison pilotis, mais il y a d'autres exemples. Ça peut être d'avoir des cultures qui vont résister au sel quand il y a des intrusions marines lors d'événements extrêmes, ou alors de l'abandon, du repli de migration. Alors pour les personnes en métropole, vous vous souvenez peut-être de on a parlé de ce bâtiment à Soulac-sur-Mer, hein, qui avait été construit sur une dune loin de la mer il y a 30, 40 ans, voire 50 ans, et qui est abandonné puisque le trait de côte reculait. Voilà. Alors, pour illustrer ce travail local que nous, scientifiques, nous faisons de plus en plus et en interaction avec de nombreuses autres disciplines, mais aussi les acteurs de terrain, et c'est là où il y a un rôle clairement de l'Institut de l'Océan, c'est le travail, par exemple, qui a été fait en Nouvelle-Aquitaine sous la direction de Hervé Le Treut, hein, qui a été directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace pendant de nombreuses années, qui a été donc un moyen, une appropriation locale de ces enjeux. Et pour revenir à l'exemple du niveau de la mer, un exemple que j'aime bien ici de ce rapport, c'est un vigneron qui a 2 parcelles le long de l'estuaire de la Garonne, hein, dans l'estuaire de la Gironde, dont une parcelle qui lui fait des bouteilles qui va vendre à 300 €, donc un vin très très précieux, de grande qualité, auquel il tient beaucoup, et une autre parcelle qui fait un vin convenable, mais auquel il ne tient pas plus. Si nous, aujourd'hui, nous ne savons pas lui dire si le niveau de la mer, localement, alors les chiffres que je donnais, c'était global, localement, va monter de quelques dizaines de centimètres ou de 2 mètres à l'horizon 2100. Lui, il va donc gérer son risque, et dans le premier cas, il ne va pas réfléchir, il va construire une digue de 3 mètres, parce qu'il ne voudra prendre aucun risque sur cette première parcelle. Par contre, sur la deuxième parcelle, si jamais elle est envahie par la mer, tant pis, il l'abandonnera. Donc tout ça pour montrer qu'une même information climatique de grande échelle ne va pas amener à la même décision, car il y a besoin de savoir le niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Alors, autre exemple de notre implication, et Christophe en parlait tout à l'heure, l'éducation. C'est vrai que nous, notre rôle de scientifique, on est un peu comme vous, journalistes, hein, sur une ligne de crête, ou comme les enseignants, comment amener une information fiable, de qualité, basée sur la science, dans le débat public, sans tomber dans le militantisme ou le négationnisme d'un côté. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'écueils. Et donc, une voie qu'on a trouvée, qui je trouve vraiment très excitante, c'est l'éducation. Donc l'Office for Climate Education, qui a été créé dans la lignée de l'accord de Paris, qui est maintenant sous l'égide de l'UNESCO, hein, depuis l'année dernière. L'idée, c'est vraiment de créer des ressources pédagogiques, d'accompagner les professeurs, en particulier autour des rapports du GIEC. Hein. Il y a un certain nombre de ressources qui sont produites. Par exemple, vous voyez ici des résumés pour enseignants qui ont été faits suite au rapport du GIEC sur 1,5 degré et sur l'océan, la cryosphère, qui datent derniers rapports spéciaux du GIEC des dernières années. Nous faisons aussi des guides pédagogiques. Vous en avez un sur l'océan et la cryosphère. Donc ça, c'est la lignée de ces guides, c'est tout le travail et l'expérience de la main à la pâte, hein, qui a révolutionné l'enseignement des sciences en France depuis 25 ans. Donc c'est un travail qui est passionnant, puisqu'à la fois, il faut apporter des connaissances, mais aussi, ce n'est pas juste des savoirs, c'est des savoir-être, des savoir-faire, de montrer toutes les dimensions du changement climatique. Ce n'est pas juste de la physique ou de la SVT, mais aussi de l'économie, des notions d'inégalité, d'apprendre le débat, d'apprendre l'esprit critique aux enfants, de savoir s'engager en tant que citoyen, mais de ne pas répondre aux sirènes de ceux qui nous prévoient, nous entraînent vers des avenirs étroits, hein, comme les collapsologues et autres
autre idéologie qui existe beaucoup autour de l'environnement. Donc, c'est assez passionnant. Donc, vraiment, l'idée, c'est de venir en soutien aux professeurs, primaires et secondaires, d'abord dans les pays en développement, puisque c'est là, en fait, qu'il y a un manque important de ressources pour les professeurs. On a la chance dans nos pays développés d'en avoir un peu plus, même si aussi, bien sûr, on travaille en France, on a participé au nouveau programme du lycée, et puis maintenant on accompagne les collèges aussi. Donc, production de ressources, développement professionnel des enseignants, et une nouvelle action qui s'ouvre avec le fait que maintenant que l'OCE soit reconnu sous l'égide de l'UNESCO, c'est le soutien au ministère de l'Éducation, aux éducations éducatives locales. Et on travaille bien sûr avec l'UNESCO, mais aussi avec l'UNFCCC, le GIEC, on est présent au COP, pour encourager et aider les pays à intégrer le changement climatique et tout ce qui est océan, bien sûr aussi, hein, dans les programmes scolaires pour vraiment passer à l'échelle. Ça, c'est aussi l'enjeu et moi, mon implication. C'est vrai que c'est sympathique quand on est dans une classe, on prend 3 heures, on va voir des jeunes. Parfois, on ne sait pas très bien si ce qu'on va leur dire leur passe totalement au-dessus de la tête ou pas. Bon, donc, le temps qu'on y passe en travaillant avec des professionnels, des pédagogues dans l'OCE, c'est de passer à l'échelle. C'est-à-dire tout d'un coup de ne pas toucher une vingtaine d'élèves, mais de former des milliers de professeurs chaque année qui eux-mêmes vont finir par toucher des millions d'élèves. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Éric Guillardi. C'était effectivement une intervention extrêmement intéressante. Est-ce qu'il y a des questions, sauf si Christophe voulait dire quelque chose en complément? Ou alors, Stéphane de Vendeuvre. Pardon, Christophe, je vais passer la parole à Stéphane de Vendeuvre. Stéphane, oui. Bonjour. Bonjour Esther, bonjour à tous. Merci pour cette présentation qui était d'une rare richesse, si je puis dire. J'avais quand même une question qui, me semble-t-il, n'a pas été abordée. Cet été, l'Université de Bretagne occidentale organise sa 3e ou 4e session sur mer et journalisme. Et dans ce cadre-là, sera abordé les milieux anoxiques, donc sans oxygène au fond des océans. Il semblerait que le réchauffement climatique ait un impact sur ce développement des milieux anoxiques. Et j'aimerais savoir si vous avez travaillé dessus ou si vous envisagez de travailler dessus prochainement. Alors, moi, personnellement, non. Moi, je suis un physicien, donc je m'intéresse moins à la partie vivante de l'océan ou la partie sur l'oxygène. Mais effectivement, vous avez raison, hein, le fait que l'océan se réchauffe en surface, en fait, une particularité de l'océan par rapport à l'atmosphère, c'est qu'elle est chauffée par le haut. Et donc, elle est stable. L'atmosphère, elle est tout le temps chauffée par le bas, le sol qui se chauffe, donc elle est déstabilisée en permanence. L'océan, lui, il est chauffé par le haut, donc il est ce qu'on dit stratifié. C'est-à-dire c'est dur de mélanger, d'échanger de la surface vers la profondeur. Et s'il se réchauffe plus, eh ben, l'oxygène qui vient de la surface va avoir moins de facilité pour se mélanger. Donc, on voit une stratification de l'océan liée au réchauffement climatique. Et effectivement, les zones anoxiques voient leur surface augmenter de quelques pourcents. On a ça dans le dernier rapport de GIEC sur l'océan, la cryosphère, avec des impacts hein, sur toute la vie dans l'océan. Donc, on a des gens qui travaillent à l'IPSL hein, et à l'océan sur ces aspects-là, bien sûr, extrêmement importants. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Pardon, Esther, on peut retrouver facilement ces travaux sur quel site ou sur quelle adresse mail? Alors, déjà, en fait, moi, comme point d'entrée de tout ce dont je viens de parler, le rapport pour les enseignants qu'on a fait du rapport océan, le résumé pour les enseignants du rapport océan, il est valable pas que pour les enseignants, il est valable pour tout le monde. Et donc, je vous invite, je mets dans le chat, c'est oce.global. Et donc, je vous invite là, vous trouverez beaucoup d'entrées, beaucoup de références aussi. C'est vraiment, ces rapports, l'intérêt, c'est qu'on travaille directement avec le GIEC, donc ils sont relus par les experts du GIEC, mais dans un langage qui est compréhensible par les professeurs, puisque les résumés pour décideurs du GIEC sont difficilement lisibles par le grand public hein, et donc les enseignants. Parfait, merci beaucoup. Je peux me permettre, c'est juste pour rappeler que ces zones pauvres en oxygène, il y a évidemment des zones profondes, mais il y a aussi aujourd'hui les dead zones en fait, hein, qui sont des zones littorales
qui sont très appauvris en oxygène et qui créent effectivement encore des échelles plus littorales et qui sont directement liées avec de l'anthropisation, des modifications, particulièrement cruciales dans certaines parties du globe. En fait. Pour ajouter deux petits mots, Esther, sur ce sujet-là. École de journalisme et Océan, j'avais mentionné notre rapport avec le CELSA, qui est l'école de journalisme et de communication de la fac de lettres de la Sorbonne. Et on vient de faire toute une série de cours par des scientifiques vers des apprentis journalistes qui sont au CELSA. Donc, on a repris un peu cette idée de rapprocher les spécialistes de l'océan de futurs journalistes scientifiques. Voilà. Et puis, la deuxième chose sur l'oxygène et de manière générale, où ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne voit pas l'oxygène depuis l'espace, on ne voit pas l'oxygène depuis son bateau de croisière. C'est la question de l'observation et de l'observation en profondeur. Voilà. Et donc, tous les systèmes d'observation avec des bateaux, avec des bouées dérivantes, avec des planeurs sous-marins. Hier vient de commencer une grande opération régulière d'observation du nord de la Méditerranée occidentale qui s'appelle MOOSE. Et donc, cette question de l'observation, du recueil des données pour comprendre l'évolution des différents paramètres physiques ou chimiques ou biologiques, c'est vraiment une question centrale aujourd'hui dans la compréhension de l'océan. Merci Christophe. Il y a une question de Jean-Luc Fessard concernant l'accident de Fukushima et l'arrivée des rejets. Est-ce que l'Institut de l'océan va avoir un œil ou une forme de surveillance ou de contact avec des chercheurs qui surveillent particulièrement ces sites? Alors, je pense qu'il y aura des chercheurs en océanographie qui suivront ça, et pour en évaluer l'impact, probablement la dérive de ce qui serait relâché. Et puis également, il faut savoir que ce sont des marqueurs importants. Alors, il y a un effet d'aubaine, entre guillemets, si je puis dire, qui permet de dater une eau qui est en surface, qui contient des rejets radioactifs, des traces radioactives comme Tchernobyl. Et quand on les retrouve au fond de l'océan, ça permet de savoir depuis combien de temps cette eau a plongé, par exemple. Mais je pense que Eric est capable de parler de ça plus précisément. Non, vous l'avez très bien effectivement décrit. Hein. Je pense que c'est des mécanismes qu'on étudie de plus en plus et qui sont extrêmement importants. Mais non, je pense que c'était très bien décrit. Alors, vous avez parlé au début d'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des systèmes, des laboratoires, sur quoi vous allez vous appuyer, sur quelle technologie, quel partenariat avec des grandes sociétés ou avec des grandes universités? Est-ce que vous pourriez développer un peu tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui est un thème qui vraiment suscite beaucoup d'articles actuellement et donc, quand ça concerne l'océan, comment ça se passe, l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, je vous ai dit que Sorbonne Université avait été classée 3e université dans le monde pour l'océanographie. Elle est également classée 3e université dans le monde pour les mathématiques. Et l'intelligence artificielle, ce sont des mathématiques. On a besoin de mathématiciens. Et donc, il y a à Sorbonne Université une école de mathématiques extrêmement brillante et extrêmement foisonnante. Et ce sont ces mathématiciens qui ont créé plusieurs laboratoires de recherche autour de l'intelligence artificielle, comme le LIPSIS par exemple, et avec un institut analogue à l'Institut de l'océan, qui est l'Institut de l'intelligence artificielle, qui met à la disposition de différentes disciplines les outils qu'ils ont développés. Par exemple, la médecine, pour améliorer les diagnostics de cancer. Par exemple, les humanités, pour être capable de lire des manuscrits médiévaux de manière automatique. Ou par exemple, le climat. Et donc, il y a une relation entre climatologues et spécialistes de l'intelligence artificielle
en particulier il y a toujours un problème sur les modèles numériques. On essaye de représenter l'océan, l'atmosphère ou l'écoulement le long d'une coque de bateau dans un ordinateur. Et en fait, ça demande à la fois des temps de calcul très importants et puis une finesse de maille qui est limitée par le temps de calcul, par les capacités des ordinateurs. Et donc, on peut venir compléter ce que le calcul mathématique a fait par des outils d'intelligence artificielle, voilà, par exemple. Ou alors, on peut essayer de reconnaître des patterns, des formes sur l'évolution de l'atmosphère pour dire, tiens, on est dans tel type de configuration. Donc là, on est plutôt dans de la on va dire de la reconnaissance de forme d'image. Et actuellement, l'Institut d'intelligence artificielle de Sorbonne commence à travailler sur les questions de biologie, d'évaluation de la biodiversité, par exemple à partir de données acoustiques. Mais je pense que le monde de l'océan et le monde de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des quantités de données extrêmement importantes à traiter, et dans cette quantité de données, il faut faire ressortir des figures importantes. Je pense que ces liens, grâce à la création de l'Institut de l'océan et grâce à la création de l'Institut de l'intelligence artificielle, ces liens vont se resserrer dans les années qui viennent. La puissance de calcul est évidemment quelque chose de très important. Vous appuyez sur quel supercalculateur? Est-ce que vous avez les ressources en France? Est-ce que vous faites appel à des supercalculateurs étrangers? Comment ça se passe? Je peux répondre à cette question. D'abord, pour appuyer ce que vient de dire Christophe sur le rôle de l'intelligence artificielle qui devient on a des liens effectivement qui se développent et qui deviennent très forts sur tout ce qui est modélisation du climat et intelligence artificielle et dont l'océan. Alors les calculateurs qu'on utilise, on a plusieurs niveaux de calculateurs. Il y a d'abord calculateurs au niveau national, ce qu'on appelle les moyens nationaux, qui sont ceux du CNRS essentiellement. Donc on a des supercalculateurs de l'IDRIS qui sont installés dans le sud de Paris. Il y a aussi ceux de Météo France. Vous avez peut-être entendu qu'il y a un nouveau calculateur qui est arrivé à Météo France ces jours-ci. Tout à fait, oui. Voilà. Donc le calculateur Météo France qui sert à la prévision du temps, plusieurs fois par jour, sert aussi à faire des simulations de l'océan, du climat. Et enfin, il y a les plus puissants auxquels on a accès au niveau européen. Donc, il y a un programme européen où là, on a encore une puissance encore plus importante. Dans tous les cas, on dépose un projet et on obtient des heures, de la même façon qu'on a des heures d'observatoire ou des heures de bateau en mer, on a des heures de calcul pour ces supercalculateurs qui sont effectivement des machines. Alors, ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'on peut se dire, bon, un programme informatique, ça tient sur une clé USB, ce n'est pas très impressionnant. La quantité d'hommes de chercheurs investis dans le programme, dans le modèle de climat de notre institut, la Pierre-Simon Laplace, c'est l'équivalent de ce qui a été mis pour le CERN, donc le CERN à Genève sur la terre de particules. Donc c'est le même, c'est des centaines et des centaines d'hommes donc c'est vraiment des très grosses infrastructures. Pour nous, je ne parle même pas du calculateur, je parle juste du programme informatique qui s'approche du million de lignes de code. Donc c'est quelque chose pour nous qui est important. On est à l'IPSL, on a à peu près une centaine de personnes, entre des ingénieurs et des chercheurs, à faire fonctionner, à développer ce modèle. Donc c'est vraiment pour nous des gros instruments. D'accord. Merci beaucoup. Ça peut sembler être une question, comment dirais-je, d'intendance, mais l'enjeu est justement dans la capacité à pouvoir disposer des infrastructures de calcul suffisantes pour faire des modèles cohérents et qui permettent de prendre des bonnes décisions. Il y a une question très intéressante de Pauline Simon. Parmi les organismes en lien avec l'Institut de l'océan, alors soit les panélistes présents, soit ailleurs, il y en a-t-il un qui a une fonction d'observatoire sur l'environnement et j'imagine aussi sur les grandes décisions internationales, les grandes rencontres internationales concernant l'océan et savoir quelles sont les réglementations, les pays qui sont en avance, ceux qui sont totalement réfractaires. Voilà, est-ce qu'il y a, si on veut prendre un peu de hauteur sur le sujet au niveau réglementaire?
Je pense que Eric, qui a l'expérience du GIEC, peut parler des interactions qu'il a connues dans ce cadre-là. Oui, alors, donc le GIEC, lui, pour être très précis, ne fait pas de prospective. C'est vraiment, l'idée, c'est de faire un état des lieux des connaissances. Ça, c'est vraiment le mandat du GIEC. Ce n'est pas de faire de la prospective en disant voilà vers où il faut aller. Donc, il évalue toute la recherche disponible pour pouvoir que les décideurs puissent s'emparer de tout ce qui existe et prendre des décisions. Mais vraiment, l'idée, ce n'est pas d'influer sur les décisions. Alors, il y a un certain nombre d'organisations, je pense partout au niveau de l'UNESCO, hein, qui font un peu ce travail d'observatoire un peu politique autour de l'océan. Alors, il y a des observatoires d'environnement, des observatoires de l'océan, il y en a très nombreux, où là, ils peuvent être soit à l'échelle réduite, soit au niveau global. Par exemple, il y a le programme GOOS international, hein, Global Ocean Observing System, où là, il y a de très nombreux... toutes les données collectées autour de l'océan sont rassemblées. On définit des programmes pour que les satellites, les bouées, les navires soient coordonnés. Donc ça, effectivement, ça existe. Maintenant, pour revenir à la partie plus prospective, c'est la Commission Océanographie internationale, hein, l'IOC en anglais, qui dépend de l'UNESCO, qui travaille là-dessus. Il y a un certain nombre d'autres organismes qui dépendent des Nations Unies autour de l'océan, que je ne connais pas forcément très bien. Peut-être que Christophe les connaîtra mieux que moi. Voilà, donc je pense qu'il faut distinguer la partie recherche, connaissance, état des lieux des connaissances autour de l'océan, et ça, c'est effectivement le travail que fait le GIEC, de la partie plus gestion commune au niveau global de notre océan, vers où on veut aller. Et là, on voit des programmes qui se développent, hein. Et bien sûr, aussi, il y a deux programmes importants qui sont les Sustainable Development Goals, les objectifs du développement durable. Donc, il y en a un qui est sur l'océan. Et dans ce cadre-là, il y a la décennie des sciences de l'océan qui a été lancée par les Nations Unies et l'UNESCO pour voir pendant 10 ans de quelle recherche, comment on peut mobiliser la recherche au service des questions de société autour de l'océan. Donc là, effectivement, il se passe beaucoup de choses, que ce soit aussi au niveau européen, au niveau français. Il y a des programmes qui sont lancés. Donc l'océan arrive sur la... Même si l'océan est au cœur du climat depuis longtemps, il arrive au cœur des préoccupations de société maintenant depuis quelques années, et il faut s'en réjouir. Je peux aussi faire une réponse ? Bien sûr, c'est pour dire que basé justement sur toutes les connaissances acquises d'observation sur la biodiversité et les écosystèmes marins, les chercheurs, en lien avec les acteurs juridiques et politiques, participent aux discussions nationales et internationales pour des décisions. Alors, ça concerne par exemple des décisions sur la création d'aires marines protégées. En ce moment, il y a des grands débats pour une création d'aires marines protégées en Antarctique. Il y a les participations aussi aux traités internationaux. Et il y a par exemple ce qu'on appelle le BBNJ, c'est les discussions sur la biodiversité marine beyond jurisdiction, c'est-à-dire dans les eaux océaniques qui n'appartiennent pas à un État particulier. Comment ces ressources vont être protégées, partagées de façon équitable et l'accès. Et en fait, les acteurs, donc, en lien avec les connaissances scientifiques, donc au muséum, à Sorbonne Université, sont partie prenante de décisions et de discussions de ce type national, européenne, international. Voilà, donc là, on a parlé au niveau scientifique, les réseaux de recherche biologique, les réseaux d'observation biologique, physique. Puis après, il y a un niveau de politique de recherche avec les grands organismes comme Sorbonne, comme le Muséum, comme le CNRS, comme l'IFREMER, comme l'IRD. Et puis après, il y a un niveau politique. Et le niveau politique, c'est celui du secrétaire général à la mer, c'est celui de l'ambassadeur des océans, l'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, Olivier Poivre d'Arvor, et puis la ministre de la mer. Donc c'est cette pyramide qui va de la base scientifique vers la décision politique, avec à chaque niveau des liens internationaux qui permettent d'avoir une vision globale, politique, juridique, scientifique de la situation de l'océan.
Très bien, merci beaucoup. Alors, je regarde si... Oui, donc ça, c'était des indications de Pascal Jean Lopez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Normalement, on arrive au bout de la part des journalistes. Sinon, évidemment, nous pourrons vous envoyer... Stéphane, tu as encore une question peut-être? Je ne sais pas si sa main date de tout à l'heure ou s'il est... pour vous envoyer les mails. Donc, non, excuse-moi Esther, j'avais oublié de peser la main. Excuse-moi, je la baisse. Pardon. Il n'y a pas de souci. Sinon, nous pourrons vous envoyer éventuellement les emails des orateurs si vous avez des questions complémentaires. Alors, de Pauline Simon, pour la prospective, personne ne travaille sur ce sujet. Je pense que les orateurs ont répondu, hein, ils ont indiqué quand même quelques grands axes, mais ils pourront éventuellement répondre à des questions plus affinées. Je voudrais juste citer, pour terminer, l'Organisation météorologique mondiale qui dit que effectivement, les océans, comme l'a dit Eric Guillardi, absorbent plus de 90% d'excès de chaleur atmosphérique piégés par les GES. Et ça va avoir un prix élevé, même un impact qui se fera sentir pendant des centaines d'années. Donc, les travaux de l'Institut de l'océan et des chercheurs affiliés est tout à fait majeur pour au moins comprendre ce qui est en train de se passer à défaut de l'anticiper. Je vous remercie à tous. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup les orateurs et Yannick, notre secrétaire, évidemment, qui a fait tout le travail d'organisation pour Zoom. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conférences. Nous aurons oui, pardon, excusez-moi, je lisais une question Isabelle Sancy qui signalait qu'elle fait partie de l'ONG Expédition 7e continent, donc qui connaît bien la JE. Et donc, merci Isabelle pour vos questions. Je vous dis à très bientôt et nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver avec l'Institut de l'Océan et ses chercheurs pour d'autres conférences tout aussi passionnantes et enrichissantes. À bientôt. Merci Esther. Au revoir. À bientôt.